Bienvenue donc pour cette conférence intitulée Comment le plastique a contaminé les mers et nos cerveaux, puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a du plastique dans notre cerveau, il y en a également dans notre sang, donc ce qui ouvre vraiment un accès à tous les organes. Donc comment est-il possible d'agir sur Terre et en mer? C'est la question que nous allons poser donc à nos invités. Et donc, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Muriel Mercier-Bonin, qui est directrice de recherche à l'INRAE, directrice adjointe de l'unité Toxalim à Toulouse. Bonjour, madame. Jacques Noël, qui est professeur de neurosciences à l'université de Nice Sophia Antipolis, membre du projet Psychomède, le projet méditerranéen sur les plastiques et la santé mentale. Bonjour professeur. Et Hervé Rapp, donc, qui est médecin délégué à la recherche au Centre scientifique de Monaco. Bonjour docteur. Pour animer ces échanges, Olivier Hertel, le journaliste Santé au point. Olivier, c'est un plaisir de vous retrouver. À vous la parole. On va commencer cette petite table ronde, je pense, avec une définition, au moins qu'on comprenne de quoi on va parler, des microplastiques. Qu'est-ce que c'est que les microplastiques? D'où ils viennent? Comment ils se forment? Qui c'est qui veut répondre? Muriel, peut-être? Alors oui, je vais commencer. Donc on va beaucoup parler dans cette table ronde, comme vous l'avez dit, des microplastiques. Alors c'était important peut-être d'avoir une définition en termes de taille. Donc un microplastique, c'est une particule de plastique qui a une taille entre 1 micromètre et 5 millimètres. On pourra parler aussi des plus petites particules de plastique qu'on appelle les nanoplastiques. Donc eux, ils ont une taille maximale de 1 micromètre. Et ces particules de plastique, elles viennent de la fragmentation des débris plastiques qu'on va retrouver dans les environnements, notamment dans les environnements marins, et du fait de l'érosion, du vent, des vagues. Ces plastiques vont se fragmenter, former ces petites particules de plastique qui vont contaminer, et on va reparler, nos environnements et le corps humain. Alors, ils viennent d'où, en fait? La source, c'est quoi exactement? Alors, les sources, elles sont diverses. Il y a aussi des voyages, des objets, des déchets plastiques qui vont se retrouver dans notre environnement parce qu'on est dans un monde de plastique. Et donc, ces déchets qu'on peut retrouver sur les plages ou dans des décharges, ils vont se fragmenter, ces déchets, pour former ces petites particules de plastique. Les objets qu'on a l'habitude de voir, qu'on voit dans leur intégrité dans la cuisine, à la maison, qui, quand on n'y prête pas attention, se retrouvent dans la poubelle. Et puis, c'est là que commence leur vie de microplastique petit à petit, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, Hervé, peut-être. Je voulais juste ajouter que les impacts sur l'environnement et sur la santé animale et humaine des matières plastiques commencent dès leur fabrication. Il peut y avoir dès la production et le transport des matières plastiques primaires, des microplastiques qui s'échappent. Et ensuite, tout au long du cycle de vie des matières plastiques, les objets qu'on utilise tous les jours, ils se dégradent petit à petit. Le plastique n'est pas comme le verre, un objet inerte. Il se dégrade au fur et à mesure de son cycle de vie. On se contamine, entre guillemets, comment? C'est ingestion, inhalation, enfin c'est très varié. Je peux répondre. Il y a plusieurs sources de pénétration dans l'organisme. Ça peut être par la respiration, donc les poussières de plastique, micro, nanoplastiques qui se retrouvent dans la poussière de maison, typiquement, est très chargée en micro et nanoplastiques, en petites particules, et ça, on va la respirer. On peut l'avaler aussi par l'alimentation, puisque les plastiques sont souvent emballés dans des emballages alimentaires qui sont en plastique, et le plastique va migrer dans l'alimentation. Et forcément, quand on mange, on se contamine. Les plats cuisinés qu'on fait réchauffer au micro-ondes. Ah oui, exactement. Ça a été très bien démontré, par exemple, sur les sacs de thé en plastique, qu'on fait bouillir dans l'eau, libèrent énormément de nanoparticules, microparticules de plastique. Donc on peut se dire aussi que les petits traits de lumière, quand on voit la poussière qui vole, il y a du plastique là-dedans aussi. On les observe bien là. Oui, ça peut. Alors, on a aussi parlé assez récemment de la quantité de plastique qu'on pouvait ingérer, et notamment cette fameuse carte de crédit, alors quelle que soit la banque, je crois, mais en gros, on a une carte de crédit ingérée par semaine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est
Alors ça a été, en 2019, il y a eu cette fameuse affirmation comme quoi on serait amené à consommer une carte de crédit par semaine. Donc ces chiffres, ils ont été discutés dans la littérature scientifique, par nos collègues scientifiques. Il y a une étude en 2022 qui disait, non, il faudrait 23 000 ans. Donc à l'échelle d'une vie humaine, on n'est pas au bout de consommer 5 grammes de plastique par semaine. Mais de manière plus récente, il y a eu des travaux de par le monde qui ont montré que dans certains pays, notamment les pays de l'Asie du Sud-Est, il pouvait y avoir des quantités ingérées qui pouvaient atteindre cette fameuse carte de crédit par semaine. Tout ça pour dire que globalement, pour l'instant, les niveaux d'exposition, ils sont pas forcément connus et que ça peut dépendre du lieu d'habitation, de notre mode de vie, de nos modes de consommation, de préparation des aliments ou du fait de manger, par exemple, beaucoup de ventes, de fast-food. Ça peut aussi impacter. On en parlera peut-être un peu après, mais le fait de vivre peut-être au bord de la mer, est-ce qu'il y a des risques supplémentaires? Parce qu'on a beaucoup de plastique qui se retrouve un peu concentré dans les océans. Est-ce que c'est aussi un mode d'exposition un peu plus important, ou est-ce que des populations qui sont plus exposées? Les produits de la mer sont identifiés comme ceux qui sont potentiellement le plus contaminés par les microplastiques. Okay. Alors si on ne parle plus de carte de crédit, on parle de cuillère à café maintenant. Est-ce que c'est mieux? Une cuillère à café par semaine, c'est mieux qu'une carte de crédit ou pas? Alors, ces formules choc, elles sont très bien, parce qu'elles mettent l'attention sur un problème qui a été longtemps ignoré des décideurs et inconnu du grand public. Donc, de toute façon, les matières plastiques, vous l'avez entendu lors de la table ronde précédente, il y en a dans tous les écosystèmes océaniques, mais il y en a également dans les écosystèmes terrestres et dans les espèces animales. Donc, il y en a dans... juste un tout petit peu plus près. Voilà, Pardon, donc je disais, il n'y a aucun écosystème qui est épargné par les plastiques macro, nanoplastiques et les produits chimiques, donc l'espèce humaine est également impactée, il n'y a pas de doute à avoir. Alors justement, on va parler de l'impact maintenant sur la santé humaine. Donc, quels sont les effets en fait, de ces microplastiques en tant que particules sur la santé? Alors, les études sont en cours, hein. Ce sont des études qui vont probablement évoluer dans les prochaines années. On sait déjà que ça a des impacts sur, par exemple, le transit intestinal. Bon, la première voie d'entrée, c'est par l'alimentation, donc forcément, ça va toucher le microbiote qu'on retrouve dans l'intestin, et puis tous les selles, la formation des selles. Ce qu'on sait aussi, c'est que les petites particules, les micro- et nanoparticules de plastique, elles vont traverser la barrière intestinale. Et donc, elles se retrouvent dans le sang. Et donc, dans le sang, elles vont provoquer des inflammations, et vont probablement faciliter des pathologies chroniques inflammatoires. On parle de diabète, on parle Elles ont la capacité, d'une certaine manière, pas d'aggraver, mais d'encourager certaines pathologies chroniques. Exactement. Donc, quels sont les organes en fait, qui sont touchés? Est-ce qu'il y a des organes en particulier qui sont qui sont plus exposés que d'autres ou... Alors, la première démonstration du fait qu'on va retrouver des microplastiques dans le corps humain, c'était au niveau des selles, en bout de transit. C'était en 2019, les premiers travaux qui ont montré que on est tous contaminés, on va se retrouver dans les selles humaines. Il peut y avoir plus de microplastiques dans certaines populations sensibles, celles qui sont atteintes par exemple de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Chez les enfants aussi, ça a été une étude qui a montré qu'il pouvait y avoir plus de microplastiques. Mais après, maintenant, il y a un nombre croissant de travaux qui montrent qu'il pouvait y avoir une contamination par les microplastiques dans d'autres organes. Oui, alors moi je travaille sur le cerveau, si je peux me mettre un peu en avant. Bien sûr, c'est l'occasion. On a retrouvé, alors ce sont des travaux aussi récents qui peuvent être un peu discutés au sens où c'est très difficile de détecter des nanoparticules de plastique et des microparticules de plastique dans les différents organes. Il faut les voir, il faut arriver à les voir. Il faut arriver à les voir. Donc ça c'est un problème technique qui n'est pas complètement résolu aujourd'hui, qui est encore en progrès dans la communauté scientifique. Mais on a quand même retrouvé, il y a eu des publications qui ont montré qu'il y en avait des nanoplastiques et des microplastiques dans le placenta, ouais, et aussi dans le cerveau. Et le souci, c'est que ce sont des plastiques qui ne sont pas métabolisés par les cellules, par les organes. Métabolisés, c'est-à-dire qu'ils vont pas être... Métabolisés, ouais, c'est-à-dire que les cellules ne vont pas être capables de les digérer et de les dégrader en composés alimentaires pour les éliminer. Et donc, potentiellement, elles auraient la possibilité de s'accumuler dans ces organes. Donc il y en aurait dans le cerveau, il y en a dans le placenta, ce qui est très inquiétant puisque ça peut affecter le développement des embryons et des fœtus avant la naissance.
A priori, puisqu'on les inhale, on peut s'imaginer qu'on les retrouve aussi dans le poumon, je suppose. On les ingère donc, tout le long du tube digestif jusqu'au côlon, mais après aussi d'autres organes qu'on ne soupçonne pas forcément. Il y a eu une étude sur le foie. C'est vrai qu'il y a très peu, comme ça a été dit. Hein, les études, elles sont en cours. Il y a une grosse mobilisation de la communauté scientifique, mais les travaux sont en voie de développement. Et donc, au niveau du foie, c'était plus par rapport à des patients qui étaient atteints de cirrhose du foie. C'est assez logique le foie, parce que c'est quand même un organe qui sert un peu à éliminer les polluants, à détoxifier, mais aussi c'est un organe qui peut bioaccumuler. Donc c'était une première étude par rapport à cet organe clé dans notre capacité à épurer les contaminants comme les microplastiques. On en retrouve même dans les testicules, je crois. C'est confirmé, ça ou pas? Parce que là, on ne voit pas trop comment ça arrive jusque-là, mais si ça passe dans le sang... Dans les testicules, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de preuves, enfin de démonstration qu'il y en aurait dans cet organe. Ce qui est clair, c'est qu'il y a d'autres composés qui sont présents dans le plastique qui ont des effets sur la reproduction et sur les testicules. D'accord, ok. Bon, c'est ce qui me semblait. En tout cas, une chose est sûre aussi, c'est que sur le système immunitaire, ça peut avoir aussi un impact important. C'est un corps étranger, donc on imagine que le système immunitaire, comme tout corps étranger, va réagir aussi. Oui, hein, le système immunitaire va essayer de les digérer et de les extraire. Hein. C'est pour ça qu'il y a dans les études autopsiques, on retrouve des quantités plastiques, mais qui ne sont pas dépendantes de l'âge. C'est-à-dire que, sous-entendu, il y a quand même un moyen de l'organisme de s'en débarrasser, mais au prix d'une inflammation chronique. C'est-à-dire que le système immunitaire, c'est aussi l'inflammation. Et voilà. On parle aussi beaucoup ici de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on a des liens aussi entre la contamination microplastique et maladie neurodégénérative? Alors, c'est pas encore démontré de façon très, très solide. Ce qui est très clair, c'est que chez les enfants, il y a eu des corrélations sur les troubles du développement de l'enfant. Il y a des études qui sont faites, alors cette fois-ci sur des animaux, qui corrèlent ça à développement de comportements de type autistique. Et puis les troubles de l'hyperactivité aussi ont été très bien corrélés avec l'exposition au plastique. Alors on en parlait un petit peu. Ce qu'on sait sur la maladie d'Alzheimer, c'est que les maladies cardiovasculaires et l'obésité après 50-60 ans sont des facteurs de risque de cette maladie. Donc, et l'alimentation ultra transformée aussi. Donc il y a des risques indirects provoqués par les matières plastiques qui ont des impacts cardiovasculaires et qui ont un impact sur l'obésité. Donc il y a un lien indirect, en tout cas de causalité, sur la maladie d'Alzheimer. Alors, on l'a vu, une des difficultés, c'est d'arriver à les retrouver dans l'organisme, les identifier. Et je crois, on en parlait un petit peu tout à l'heure, je crois que vous travaillez justement sur des méthodes pour essayer justement de les visualiser dans le cerveau. Et c'est pas gagné, c'est pas simple en fait. On peut l'aborder un petit peu peut-être. Alors juste pour dire que cette thématique, elle est tellement complexe qu'on a besoin de décloisonner les disciplines scientifiques. Donc là, c'est plus une communauté de biologistes que vous avez en face de vous avec un clinicien, Hervé. Mais on a besoin d'aller vers nos collègues chimistes analyticiens pour répondre à des questions d'ordre biologique ou toxicologique, pour pouvoir améliorer nos méthodes de détection, même travailler sur des particules modèles où on va travailler sur une synthèse de nanoplastiques ou de microplastiques, on va pouvoir plus facilement les détecter. Donc ça, c'est aussi un message important, c'est-à-dire que la communauté, elle doit se fédérer, elle doit se décloisonner pour aborder de manière concertée et puissante cette problématique complexe. C'est une thématique complexe et il faut plusieurs compétences pour pouvoir arriver à bout. On va parler, alors ça c'est un sujet que je trouve assez passionnant parce qu'on a beaucoup parlé des microplastiques, mais on n'a pas parlé de ce qui va avec les microplastiques, et c'est souvent les additifs. Alors qu'est-ce que c'est que ces additifs et à quoi ils servent dans les plastiques qu'on utilise tous les jours? Alors les additifs, c'est ce qui rend le plastique si attractif. Les matières plastiques, donc je le répète, c'est un matériel qui n'est pas inerte, c'est un bloc de carbone, un polymère, auquel on est obligé d'ajouter des additifs pour lui donner sa couleur, sa texture, sa brillance, sa résistance aux UV, sa résistance aux flammes. Et ces additifs, c'est un ensemble assez obscur de produits chimiques. Il y en a 16 000. 16 000, on connaît la dangerosité d'un quart, de 25%. 6% de ces 16 000 sont régulés. Et les autres, c'est la boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Ils n'ont pas été testés avant leur mise sur le marché. Ceux qui ont été testés isolément, c'est-à-dire une seule molécule avec un effet in vivo, pas les cocktails, les associations, et ni sur le long cours. Et la plupart des produits plastiques d'usage courant, on ne connaît pas leur composition. Jacques, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être?
Non, je voulais répéter les effets cocktails. Ouais, les effets cocktails, c'est vraiment important. C'est-à-dire les effets, non pas d'une seule molécule, mais d'un ensemble de molécules qui peuvent être encore plus dévastateurs, en fait. Hein. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut... Oui. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Hervé, c'est que sur les, au niveau des matériaux au contact des aliments, donc il y a 14 000 substances chimiques, et pour 25% d'entre elles, on les a retrouvées dans le corps humain. Donc ça montre en fait de manière claire qu'on est contaminé par les substances chimiques, les additifs contenus dans les matières plastiques. Il y en a deux particulièrement importantes et connues, du moins dont on connaît un peu les effets. Bisphénol A. Je vous laisse... Alors le bisphénol A, pour faire simple, dans les années 30, on cherchait un médicament pour traiter les fausses couches. Et donc un médicament avec une action sur les hormones. Et il y en a un qui a été trouvé, mais qui avait eu une influence modeste, et donc il a été mis de côté. Et après, un médicament plus puissant a été trouvé. Ce médicament, c'est le Distilbène. C'est un nom qui dira peut-être quelque chose. Donc il y avait des effets sur les enfants des mères qui avaient été traités au Distilbène et leurs petits-enfants. Et la molécule qui a été laissée de côté et reprise dans les années 60, qui a la même structure chimique, c'est le bisphénol A. Donc le bisphénol A, c'est un puissant perturbateur endocrinien qui a des effets obésogènes sur l'adulte et qui a des effets transgénérationnels, c'est-à-dire qui se transmettent à l'enfant in utero quand la mère est exposée. Avec ce que disait Jacques, une étude qui montre que les mères exposées au bisphénol A, leurs garçons ont une probabilité plus importante d'avoir des troubles du spectre autistique. Donc ça, c'est le bisphénol A. Il y a aussi les phtalates. Donc tous ces éléments, je rappelle, on parle d'additifs qui sont introduits dans le plastique pour améliorer ses propriétés. Donc on a parlé de bisphénol A, le phthalate aussi, qui ont un impact... Alors le phthalate, on sait que 100% de la population est contaminée. C'est bien, tout le monde va... C'est aussi un perturbateur endocrinien. Alors 100% tous les gens ici sont contaminés. Ah oui. Oui. Si on prend un échantillon d'urine de chacun ici, on peut mesurer le phthalate et les métabolites du phthalate, parce que c'est un produit qu'on dégrade dans l'organisme, pour le coup on le métabolise, donc il peut y avoir, ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose de le métaboliser, hein, c'est dépend. Parfois les produits de métabolisme sont plus toxiques encore que la substance initiale, mais on sait qu'on en retrouve dans tous les échantillons étudiés sur l'ensemble de la population, quel que soit l'âge et quel que soit le mode de vie. On vous a bien rassuré déjà avec l'impact des microplastiques, l'impact des additifs. Je rappelle que vous êtes tous contaminés. On va parler maintenant des polluants et des pathogènes qui sont un peu trimballés aussi par les microplastiques. Muriel, peut-être ? Oui, donc les microplastiques, comme on l'a dit, ils peuvent avoir une toxicité intrinsèque, mais ce qui est complexe aussi par rapport à cette problématique-là, c'est qu'un microplastique, vous avez compris, hein, il va circuler, il va voyager dans l'environnement, il va se propager, et donc via ce voyage, on peut le qualifier de radeau ou de cheval de Troie, c'est-à-dire ce microplastique, il va se charger en polluants environnementaux, en métaux lourds, et donc globalement, on va aussi peut-être nous, en tant qu'êtres humains, une fois qu'on va ingérer ce microplastique pollué par ces polluants ou ces métaux lourds, on va avoir aussi cette toxicité liée à cet effet cheval de Troie, cet effet radeau lié au microplastique. C'est-à-dire les microplastiques, les additifs et les polluants qui charrient. Et le dernier acteur, on va quand même en parler, il est intéressant, c'est les pathogènes. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi transporter des pathogènes. Comme on va les ingérer et les inhaler, on va se retrouver aussi avec des infections, entre guillemets, de ces pathogènes. Et ça va même au-delà de ça, puisqu'on a un problème qui est absolument fascinant, c'est la résistance aux antibiotiques. Et on se rend compte que là encore, les microplastiques jouent un rôle dans la résistance aux antibiotiques. Alors oui, les microplastiques se retrouvent dans les rivières et dans les océans, accompagnés de germes qui sont déjà présents et des germes pathogènes d'origine humaine ou animale qui se retrouvent dans nos effluents qui sortent des égouts. Plus des résidus d'antibiotiques qui viennent soit de l'usage humain, soit de l'usage vétérinaire. Donc des germes qui soient soit des gens résistants aux antibiotiques, soit ces germes, ils vont être, de par le contact avec les antibiotiques, vont devenir résistants, ou ils vont acquérir par échange de gènes des gènes de sources qui étaient déjà résistantes. Et en plus, comme le disait Muriel, ils vont voyager sur ces radeaux, parfois sur de très grandes distances.
Donc, juste pour bien qu'on comprenne le sujet, c'est qu'on a des pathogènes qui sont déjà peut-être résistants, c'est-à-dire qui ont des gènes qui font que les antibiotiques n'ont plus d'effet sur eux. Ils vont rencontrer d'autres pathogènes, ils vont pouvoir échanger leurs gènes, donc des bactéries qui n'étaient pas résistantes le deviennent, et éventuellement, comme ils sont aussi exposés à des antibiotiques, ils vont eux-mêmes sélectionner de nouveaux pathogènes résistants. Donc on a quand même une belle combinaison, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui se passe, c'est assez surprenant quand même. Et ça sur des petits bouts de plastique de quelques microns. Tout à fait. Combinaison qui est gagnante, qui est aggravée par deux numéros complémentaires, qui sont le réchauffement climatique. Donc l'augmentation des températures de l'eau de mer rend les conditions encore plus favorables pour le développement des bactéries et qui provoque également des événements climatiques extrêmes. Je rappellerai à personne ce qu'est la tempête Alex, ici, dans le public, qui a charrié des tonnes de débris plastiques et des tonnes de bactéries potentielles qui viennent d'origine humaine ou vétérinaire. Et juste pour dire, c'est tellement en fait un microcosme qui est particulier qu'on l'appelle, elle a un petit nom, cette communauté, on appelle ça la plastisphère. Voilà. Je pense que vous passez un très très bon moment. On avait prévu de parler de solutions sur la fin, mais je ne sais pas si on aura le temps. Est-ce que je remets une couche sur les plastiques biodégradables? Non? Oui? Allez, juste très vite. Les plastiques biodégradables, moi j'ai l'impression que c'est super, donc c'est une bonne solution, ça permet d'éliminer ces plastiques, donc du coup je peux consommer du plastique tant que je veux. On est d'accord? Je sens que non. Est-ce qu'on peut dire non, Olivier? Et pourquoi? Alors, biodégradable, il faut s'assurer qu'il le soit vraiment et qu'il ne soit pas dans des conditions d'usines particulières où il faut les exposer à des hautes pressions, et que ça consomme encore plus d'eau et d'énergie. Quand ils sont biosourcés, c'est-à-dire qu'ils proviennent, qu'ils sont faits non pas à partir de pétrole ou de gaz, mais de maïs, par exemple, il faut qu'ils ne soient pas mis en contact avec des additifs toxiques également, parce qu'un polymère du pétrole, enfin originaire du pétrole avec des additifs toxiques, ou un polymère originaire du maïs avec des additifs toxiques, l'effet sur l'environnement et la santé humaine sera le même. Ouais. Donc même biodégradable, on se retrouve quand même avec des particules qui ne sont pas forcément agréables pour la santé humaine, quoi. Et on aura peut-être encore plus d'additifs qui vont être relargués avec une toxicité aussi qui leur est propre. Donc, c'est une fausse bonne solution. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vous lance un défi. C'est en 1 minute 30 nous dire quelles sont les solutions qui pourraient nous sortir de cet enfer. Jacques, peut-être ou la première solution, c'est de réduire la consommation. La consommation est inutile. Alors, les plastiques, c'est formidable. Je suis le premier à utiliser des plastiques dans ma vie quotidienne. C'est un outil malléable, on lui donne la forme qu'on veut, ils sont très résistants, c'est très très pratique. Donc, fondamentalement, je ne pense pas qu'on puisse s'en passer. Oui, je ne sais pas si on est d'accord, mais s'en passer à 100%, ça va être très difficile. Par contre, on peut déjà essayer de réduire la production et donc réduire la consommation pour réduire la production. La production augmente progressivement. Je crois qu'en 20 ans, on a multiplié la production par 3 ou 4. Et on arrive à des quantités phénoménales de plastique qui sont produits tous les ans. C'est le 3e matériau le plus produit dans le monde. Après, voilà. Donc, c'est quand même des quantités extraordinaires qui sont produites. Très peu sont recyclés ou recyclables. Et le recyclage pose aussi des questions je ne pense pas qu'on ait le temps de rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément non plus la bonne solution. Ce n'est pas forcément la panacée. Donc la solution, c'est déjà de réduire notre consommation, celle qui est inutile, celle qui est superflue, les ustensiles de fourchettes. On parle beaucoup d'essentialité, voilà, donc retrouver un usage essentiel et raisonné du plastique. Je trouve qu'à Neuroplanète, on est quand même assez exemplaire. Vous avez remarqué que les verres sont en verre, les bouteilles sont en verre. On a quand même fait plutôt pas mal là, cette fois-ci. Là. Alors, effectivement... On peut applaudir, effectivement. Effectivement, c'est un très bon moyen de réduire notre dépendance au plastique, parce que effectivement, Jacques, tu as raison, c'est un matériel génial, mais qui nous a échappé complètement. On est devenu totalement dépendant au plastique pour des usages des fois totalement futiles. Donc, utiliser des verres et des bouteilles en verre, c'est très bien pour l'environnement, parce qu'on va en produire moins, donc on va consommer moins d'énergie, émettre moins de gaz à effet de serre. Le plastique, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, autant qu'un pays. Mais ça permet aussi de réduire son exposition individuelle. Donc les bouteilles en verre ou les gourdes en métal sont un très bon moyen d'ingérer beaucoup moins de microplastiques. Et dans un pays où l'eau potable est de très bonne qualité,
c'est une aberration économique, environnementale et sanitaire de consommer de l'eau en bouteille plastique. Donc c'est des solutions très très simples. Je pense qu'on peut passer aux questions. Oui, absolument. Merci. D'abord, on vous applaudit parce que voilà, il y a des solutions et c'est des messages qu'il est important de partager. Mais j'imagine que vous allez avoir des questions, des demandes de précision sur là aussi comment on peut agir à notre échelle. Oui, sur ma droite, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc, au cours de votre intervention, vous êtes focalisé donc sur les effets des plastiques, mais comment ça se combine avec les autres types de pollution? Parce qu'il y a aussi les métaux lourds, les pesticides, les fongicides, les résidus de combustion d'hydrocarbures, etc., etc., etc. Donc, voilà, donc c'était la première question. La deuxième question aussi, c'était par rapport aux moyens, par exemple, l'utilisation de récipients en verre, etc. Pour les personnes qui ont, on va dire, un certain âge, comme moi, voire au-delà, on va dire, qui sont nés dans les années 60, voire auparavant, donc qui sont un peu la génération Tupperware, donc qui ont bouffé du plastique à n'en plus finir. Est-ce que ça vaut encore le coup, franchement, de se focaliser, de se prendre la tête? Est-ce que finalement, c'est pas déjà un peu foutu? Est-ce que c'est pas plutôt est-ce que c'est pas plutôt les générations plus jeunes qui ont intérêt, disons, à se focaliser sur cette question? Merci pour ces deux questions. La combinaison avec les autres polluants on a un peu répondu. On a un petit peu répondu. Ce qu'on peut rajouter pour complexifier encore la réponse, c'est qu'on va être exposé tout au long de notre vie et qu'on soit un enfant, un adulte ou une personne un peu plus senior, les impacts seront différents. Donc c'est la notion d'exposome, c'est-à-dire qu'on est exposé à tout un cocktail, à tout un ensemble de stress environnementaux qui aussi peut moduler la toxicité des plastiques. Et donc la question de l'âge. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la prévention, donc à la fois individuelle, pour les plus âgés, pour les générations futures, parce que si vous utilisez des contenants en plastique, peut-être que vos enfants ou vos petits-enfants, c'est pas la peine de les exposer non plus quand vous les invitez chez vous. Donc réduire son exposition individuelle, il n'y a pas d'âge pour le faire, et après réduire l'impact environnemental. Voilà. Mais les solutions ne reposent pas que sur les individus. Il y a un traité international en cours de négociation sur les matières plastiques, qui est une solution envisagée de répondre à cette crise en réduisant la production, en interdisant certains additifs toxiques et certaines catégories d'objets qui ne sont pas essentiels. Merci beaucoup. Une question sur votre gauche. Oui, bonjour. Alors, je suis vice-présidente d'une petite association, Stop Plastique. La présidente est à côté de moi, donc on était très intéressés par votre sujet et on intervient à notre petit niveau autour de nous. Et on se demandait vers quelle action on devrait mobiliser notre énergie si on devait vraiment vouloir intervenir auprès des plus jeunes, par exemple. Est-ce que vous avez une action à nous recommander en dehors de tout ce qu'on peut mettre d'habitude en place, nettoyage de plage, etc. Merci beaucoup. Donc peut-être les actions prioritaires. Alors je pense que d'abord merci pour ce que vous faites et je pense qu'il n'y a pas de petite action dans ce domaine. Donc les actions auprès des plus jeunes, donc réduire son exposition, réduire sa dépendance avec des usages d'objets inutiles et faire de la sensibilisation. Je pense que c'est ce que vous faites déjà, donc c'est très bien. On parlait justement avant cette table ronde des nettoyages de plage. C'est quelque chose que vous faites aussi ici à Nice? Et donc, on peut vous rendre le micro peut-être pour que vous répondiez, c'est important. Et donc votre constat, c'est quoi exactement? On fait allô, nettoyage de plage, des interventions dans les écoles, création des objets artistiques à partir de plastique. Non, métal ça sert pour des contenants pour mettre les bouteilles en plastique et les recycler parce que malheureusement, il y a toujours des bouteilles en plastique. Mais dans la région, vous en trouvez beaucoup? Enfin, c'est important ce que vous ramassez sur les plages, par exemple? Certaines communes, non, mais il y a des communes où on trouve pas mal. On ne va pas donner les noms des communes. Non, on ne va pas donner, mais... Non. Et on va prendre la question suivante face à moi, on vous écoute. Bonjour. J'ai entendu parler de bactéries capables de se nourrir de plastique et je me demandais si c'était vrai et si ça pouvait être également une solution pour lutter contre la pollution, etc. Alors oui, il y a des bactéries parce que on a parlé tout à l'heure du microbiote, donc c'est le microbiote intestinal
Donc c'est l'ensemble des bactéries qui sont hébergées dans notre intestin, mais les bactéries, on en trouve dans tous les environnements. Et donc, on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas une solution de faire appel à toute cette richesse microbienne pour essayer de trouver des enzymes qui vont aller grignoter le plastique? Alors, il y a certains plastiques qui sont plus facilement grignotables que d'autres, mais globalement, on ne peut pas se dire qu'on va privilégier une solution ou une autre. Il faut faire front. Et comme l'a dit tout à l'heure Jacques, la meilleure solution, c'est de réduire notre addiction ou notre dépendance au plastique et donc réduire la production. Mais c'est vrai qu'on peut tirer aussi profit du vivant pour trouver des enzymes qui seront d'autant plus efficaces qu'elles auront peut-être été designées par des biologistes pour avoir cette capacité de catalyse enzymatique. Merci beaucoup. Donc, nous avons une question face à vous là-haut. On vous écoute. Bonjour. Une question, mais plutôt aussi un témoignage. Je suis Martine Grimaldi, je suis médecin gynécologue, conseiller santé-environnement à la ville de Nice. C'est aussi en partie une réponse à vos questions. Comment est-ce qu'on peut intervenir ? Nous avons des actions en particulier vis-à-vis des phtalates. On est contre rien, mais contre la sensibilisation aux phtalates, qui sont des assouplissants du plastique, mais aussi des conservateurs qui sont utilisés dans les cosmétiques, dans les vernis à ongles, dans les rouges à lèvres, dans beaucoup d'éléments cosmétiques qu'on utilise. Et les jeunes sont très friands. On a maintenant des petites filles qui vont à 10 ans chez Sephora. Il y a les garçons aussi qui ont des déos, des aftershave, etc. Et ces phtalates sont maintenant reconnus. Ils sont dans notre vie quotidienne. On les respire, on les boit, on les ingère. Donc, on a mis en place un programme multiples au niveau des femmes enceintes. Donc la prévention, c'est essentiellement les femmes enceintes, mais aussi les jeunes enfants. Et à la rentrée, on met en place un programme cartable sain dans notre ville de Nice pour que les enfants ne soient plus exposés par les gommes, par les surligneurs, par les couvertures en plastique, par les petites trousses en plastique dont ils raffolent, bien sûr, et tout ce qui est parfumé. Donc on a cette sensibilisation. Donc j'ai une question. Donc sachez que les institutions agissent. La ville de Nice, on est très, très, très sensibilisés depuis 3 ans, y compris au niveau des crèches. Est-ce que vous pensez, parce que ça c'est le souhait, je sais qu'en Gironde aussi il y a cette opération Cartable Sain, qu'on puisse avoir une action nationale pour sensibiliser à plus large échelle les parents, les femmes enceintes, les enseignants, et également les institutions, parce que les commandes publiques aussi, il faut qu'elles soient vertueuses et que maintenant on commence à sélectionner. On ne pourra pas tout substituer, nous sommes bien d'accord, mais on a besoin de diminuer l'imprégnation, d'autant plus que ces phtalates, ce ne sont pas des polluants éternels, on les élimine dans nos urines, etc. Tous les 2 jours, on peut complètement se nettoyer. Donc, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous voyez comment on peut agir au niveau national pour que ces initiatives locales, en particulier la ville de Nice, ou d'autres, il y a très peu de départements qui sont sur la phthalate. Nous sommes une ville pionnière. Qu'on puisse étendre cette action vraiment au niveau national, ça me semble être quelque chose de très important au niveau conscience et santé publique. Je vous remercie. Merci beaucoup. On vous applaudit, effectivement. C'est de très belles initiatives locales. Donc, comment on fait maintenant pour les Qui déployer? veut répondre à cette très longue question? C'est une très longue question et on a 1 minute. Alors moi, je pourrais juste dire que par rapport à la prise de conscience de l'impact de la pollution plastique sur notre environnement, sur notre santé, c'est à différents niveaux qu'il faut agir. Donc c'est tout ce que vous dites par rapport à cette articulation entre la science et puis les pouvoirs publics et puis la société civile. C'est vraiment un combat qui est aussi mené au niveau national et parlementaire. Notamment un député qui s'appelle Philippe Bollot, qui est vraiment sur le front de la compréhension de la pollution plastique pour faire bouger des lignes d'un point de vue gouvernemental et puis législatif. Il y a aussi ce traité plastique qui a été dit, où là on veut avoir un outil juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Et donc nous, en tant que scientifiques, on est là aussi pour donner aux délégués, aux négociateurs des éléments basés sur la science, parce que c'est notre métier, nous, en tant que scientifiques. Donc là, les choses, elles bougent, mais il faut que individuellement ou collectivement, aux différentes échelles, on se mobilise et on travaille de manière concertée pour répondre à cette problématique-là qui est d'envergure internationale. Et on est à une seule planète, et donc il faut la préserver. D'autant que... pardon. On peut applaudir, oui, effectivement, et se mobiliser. Olivier, le mot de la fin. C'est pas juste local ou national, c'est aussi international, d'où l'importance de ces traités. Européen, bien sûr, tout à fait. Alors effectivement. Absolument. Effectivement, madame, vraiment le mot de la fin. Vous avez raison. On a tout simplement en face du CUM des plages magnifiques. Imaginez ces plages où vous ne verriez plus les galets.
Donc c'est ce qui se passe dans les pays du Sud, dans les petits États insulaires du Sud, qui sont particulièrement touchés par la pollution plastique. Et ce sont des pays qui ne sont pas producteurs de plastique. Donc qui reçoivent les déchets du monde entier pour être traités, ou tout simplement par le biais des courants. La pollution plastique, c'est un phénomène mondial et qui touche les catégories les plus fragiles, les communautés les plus fragiles avant tout. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. On vous applaudit une nouvelle fois. On va se mobiliser et agir.